Vous êtes à l'abreuvoir de l'actualité. À toutes et à tous, bonsoir et bienvenue. Voici les grandes articulations. Immersion gouvernementale, Zélé Koré, le Premier ministre chef de gouvernement, échange avec les autorités administratives. La rencontre s'étend sur les différents services du gouvernorat. Question centrale, la bonne organisation de cette immersion. Le métier de forgeron est une vieille activité qui résiste au temps. C'est à l'image de ce groupe de forgerons qui, depuis 30 ans, excellent dans ce métier. En plus de le promouvoir, ils parviennent à se prendre en charge. C'est le grand format du jour à découvrir tout de suite. Prévention des maladies liées aux mains contaminées. Les autorités sanitaires et les partenaires affichent leur inquiétude. Dans les formations sanitaires, la production de solutions hydroalcooliques est envisagée. Coût de l'investissement, 300 000 €. C'est tout pour les titres. Place au développement. Le forum Mining Indaba se présente comme une opportunité pour la Guinée. La délégation met en avant le potentiel minier du pays à travers le projet Simandou. C'est autour des rencontres permettant de renforcer les contacts avec des investisseurs. Dans son discours de circonstance, le ministre Djiba Diakité explique clairement la vision du chef de l'État dans le cadre du programme Simandou 2040. Fatoumata Kourouman. Le forum minier Investing in African Mining Indaba, organisé à Cape Town, en Afrique du Sud, a débuté le 2 février 2025. Parmi les délégations présentes, celle de la Guinée, conduite par le ministre directeur de cabinet de la présidence, également président du comité stratégique de Simandou, Djiba Diakité, a particulièrement retenu l'attention. Cet événement a été l'occasion pour la Guinée de mettre en avant son potentiel minier, notamment à travers le méga-projet des mines de Simandou, qui est l'un des plus grands gisements de fer non exploités au monde. Pour cette seconde journée du forum, la mission guinéenne a eu un emploi du temps chargé. Arrivé au Cape Town International Convention Center dans la matinée, la délégation gouvernementale guinéenne a notamment rencontré des représentants de la Banque mondiale. Les discussions ont permis de renforcer les relations entre la Guinée et cette institution financière internationale, ouvrant la voie à de nouveaux investissements et à des partenariats stratégiques pour le développement du secteur minier guinéen. L'un des moments forts de cette journée a été le Country Showcase, où le président du comité stratégique de Simandou a présenté la vision minière du chef de l'État, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, pour les 15 prochaines années. He and his colleagues in government and President Doumbouya have set out for the nation. So, without further ado, I'm going to invite Honourable Djiba Diakité to come and take to the podium. I know he has a short film that he wants to present to you, and thereafter we're going to invite the panelists for panel 1 to come up onto the stage. Your Excellency, Minister, distinguished guests, ladies and gentlemen, good morning. Welcome to Guinea Showcase. So just before we start the showcase, let me show you a short presentation of Simandou 2040, the Sustainable Social Economic Development Program of Republic of Guinea under the strong leadership of His Excellency General Mamadi Doumbouya. Please. One people, one leader, one vision. For the Sustainable Socio-Economic Development Program, responsible, Simandou 2040. The people are a priority, a future built together. Agriculture, food industry, and trade. We cultivate innovation, education, and culture. Every child is a leader of tomorrow. Robust infrastructure, transport, and technology. A dynamic economy, finance, and insurance for health and well-being. A will, a determination, a commitment that transforms. Simandou
2040. The people are priority. A bridge to prosperity. Guinea, our paradise. A land of wealth and innovation. Cette présentation a suscité un vif intérêt parmi les participants, soulignant l'engagement de la Guinée à devenir un acteur incontournable dans le domaine minier. Le ministre Djiba Diakité a également mis en avant la richesse de la Guinée en soulignant que le pays détient une grande part des réserves mondiales de fer de qualité. Cette position stratégique renforce l'importance de Simandou sur la scène internationale avec des retombées économiques significatives pour le pays. Ce projet comprend 4 composantes, à savoir les mines, le chemin de fer multi-usagé de plus de 650 km, le port minéralier et commercial multiservice et multi-usagé, ainsi que l'acierie. Le projet intégré Simandou, qui englobe les mines, les infrastructures multi-utilisateurs et multi-usagers, dédiés pour le transport de minerais de fer, bien évidemment, mais également pour le transport de marchandises et de passagers, est composé essentiellement de 4 éléments clés. Donc, nous avons les mines des partenaires comme Rio Tinto et son partenaire Chinalco, les mines de Bao et son associé Winning Consortium de Simandou. C'est le premier composant de Simandou. Le deuxième composant, c'est les rails qui sont multi-utilisateurs, multi-usagers. Un corridor de plus de 600 km qui transportera les minerais de fer, mais également les marchandises et les passagers. Le troisième composant, c'est les ports minéraliers, mais également le port commercial, qui aussi multi-utilisateurs et multi-usagers. Le quatrième et le dernier composant du projet Simandou, c'est l'acierie, pour la transformation locale du minerai de fer en République de Guinée. Mais Simandou est bien plus qu'un projet minier pour l'État guinéen. C'est un véritable catalyseur pour accélérer la transformation structurelle de l'économie guinéenne. Le projet Simandou inclut la construction de chemins de fer multi-usagers de plus de 650 km et nouveaux ports serviront de plaques tournantes logistiques vitales stimulant la croissance économique de la Guinée et l'intégration sous-régionale, voire continentale. C'est pourquoi le chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, a initié l'élaboration d'un programme de développement socio-économique, durable et responsable. Les deux mots sont extrêmement importants pour nous. La durabilité et la responsabilité pour les 15 prochaines années, dénommées Simandou 2040. Les revenus générés par le projet Simandou seront stratégiquement alloués à 5 piliers clés visant à améliorer la vie et le bien-être de la population. Nous avons le pilier 1, l'agriculture, l'industrie alimentaire et le commerce. Le pilier 2 de ce programme stratégique pour les 15 prochaines années, c'est l'éducation et la culture. Intégrer notre culture dans les stratégies de l'éducation de la République de Guinée. Le troisième pilier, c'est les infrastructures, les transports et les technologies. Le quatrième pilier, bien évidemment, c'est l'économie, la finance et les assurances. Et le dernier, le cinquième pilier du programme Simandou 2040, c'est la santé et le bien-être. En réalité, nous avons fait un programme stratégique par des choix pragmatiques en ligne avec les réalités de notre pays. Notre premier objectif, c'est d'abord de s'occuper du ventre des gens, avec l'agriculture, l'industrie alimentaire et le commerce. Ensuite, on s'occupera de la tête des gens, avec l'éducation et la culture. Ensuite, on s'occupera de leur mode de vie, à travers les infrastructures, les transports et les technologies. Mais bien évidemment, on s'occupera de leurs poches également, avec l'économie et la finance et l'assurance. Et tout ça
pour le bien-être et la santé de notre population. La réussite de Simandou est le résultat de la volonté politique du président Mamadi Doumbouya qui a su rassembler de grandes entreprises mondiales autour d'un projet commun fondé sur le respect mutuel et l'esprit gagnant-gagnant. Les grands partenaires tels que Rio Tinto Simfer, Baou et WCS sont des acteurs clés dans la réalisation de cet ambitieux projet, témoignant de la confiance placée dans le potentiel de la Guinée. La réussite du projet Simandou est avant tout le fruit des déterminations, du leadership, de l'immense capacité du chef de l'État, son Excellence, le général Mamadi Doumbouya, à mettre les partenaires ensemble, même avec des intérêts financiers divergents, pour faire du co-développement un impératif qui repose avant tout sur une collaboration intelligente, qui repose également sur une confiance mutuelle, dont la clé est la mutualisation des coûts et le risque dans l'intérêt de toutes les parties prenantes, dans un esprit gagnant-gagnant. La réussite du projet Simandou est également le fruit de la rigueur exercée par le comité stratégique de Simandou pour s'assurer de l'effectivité de l'implémentation, de la mise en œuvre du co-développement, en garantissant les intérêts de tous les partenaires industriels du projet Simandou. L'aboutissement du projet Simandou, c'est également l'engagement ferme des grands partenaires industriels comme Rinto, comme China Alco, Bao, Winning Consortium Simandou, pour le respect structuré de l'engagement contractuel pour livrer le projet Simandou dès la fin de cette année. Mais également l'engagement ferme de commencer la commercialisation du minerai de fer de classe mondiale dès l'année 2026. Avec, dans un premier temps, dès la première année, environ 60 millions de tonnes qui sera transportées. Et la deuxième année, on passe à 120 millions de tonnes. Les infrastructures de Simandou sont designées pour supporter jusqu'à environ 160 millions de tonnes dans la régime croisière. La Guinée est à l'aube d'une nouvelle ère de prospérité et de développement durable. Je vous le confirme. Avec le projet Simandou comme moteur et le programme de développement Simandou 2040 comme guide, nous sommes en train de transformer notre richesse minérale en un héritage durable pour les générations à venir, passionnante pour le bénéfice de la Guinée, de l'Afrique et du monde entier. Après le discours déterminant du président du comité stratégique de Simandou, Djiba Diakité, un premier panel auquel a participé la ministre de l'Environnement et du Développement durable, Diamé Diallo, et l'administrateur général du contrôle des grands projets, Ibrahima Abé Diallo, a également été organisé. Au menu des échanges, les enjeux environnementaux liés à l'exécution du projet Simandou. La ministre a souligné l'importance de prendre en compte l'impact environnemental lors de la mise en œuvre de ces projets. Elle a assuré que des normes et des standards très élevés seront respectés en matière de protection de la nature et de la biodiversité. Cette perspective vise à établir un équilibre entre développement économique et préservation de l'environnement. Un deuxième panel a réuni le ministre des Mines et de la Géologie, Bouna Sylla, et des responsables de structures phares, notamment l'ANAIM, la SOGIPAMI et le président de la Chambre des Mines. Le forum Mining in Daba a ainsi permis de poser les bases d'une coopération renforcée
entre la Guinée et ses partenaires internationaux. Les discussions autour du programme Simandou 2040 ont ouvert la voie à de nouvelles opportunités d'investissement et de développement, avec une vision claire vers un avenir plus durable et plus responsable pour les populations guinéennes. Retour au pays, immersion gouvernementale. Allons prendre la température du côté de Nzérékoré. Le Premier ministre, chef de gouvernement, échange avec les autorités administratives. La rencontre s'étend sur les différents services de gouvernorat. Question centrale, comment mieux s'organiser pour la réussite de cette gouvernance de proximité? Réponse avec Ousmane Bangoura. Il faut cerner les réalités locales et adapter les politiques publiques en fonction des besoins de la population à la base. C'est le souci qui anime le chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya. C'est pourquoi, arrivé dans la région forestière, le Premier ministre, chef du gouvernement, rencontre les différents services relevant de la juridiction du gouvernement de Nzérékoré. L'objectif est d'expliquer la version du gouvernement par rapport à l'attente des populations. Nos rapports qu'on élabore à la base, on met dans des documents, que ce soit en version papier ou en version électronique, ça parvient au ministre, au chef du gouvernement. Mais venir jusqu'à la base pour s'enquérir, pour voir comment nous vivons, quelles sont les difficultés qu'on a, franchement, c'est un hausse de soulagement. Depuis quelques jours, depuis 2 semaines presque, on a attendu. On les attendait à la base, on s'est préparé. C'était une joie immense. On est sûr que ce travail que nous allons faire, ça va tomber dans les bonnes oreilles et que ces résultats vont être comparés à ce que tout le temps qu'on donnait par version électronique ou par version papier. Ça a été un exercice instructif qui a amené l'ensemble des cadres à réfléchir de mieux sur les vrais goulots qui empêchent le fonctionnement réel de leur service afin que le service soit plus près de la population. Au cours des discussions, des commissions ont été constituées. Chaque commission a été chargée d'examiner des domaines spécifiques afin de structurer des problématiques à soulever et d'apporter des solutions concrètes. C'est comme si c'était un conseil de ministres auquel nous avons participé, nous préfets, nous gouverneurs de région et tous les administrateurs territoriaux. On s'est mis à l'aise et on a posé nos difficultés. Le Premier ministre nous a répondu et tous les membres du gouvernement qui étaient là se sont prêtés à cet exercice pour nous permettre quand même de connaître ce qui va et ce qui ne va pas. Et ça nous a permis de mettre en lumière toutes les difficultés que nous avons en matière d'infrastructure et d'équipement et la mise en place des politiques publiques et les différents projets qui sont dans nos localités, qui sont bloqués et qui n'avancent pas. Le Premier ministre Amadou Ouriba a insisté sur la nécessité de réaliser un travail de fond dans les services déconcentrés afin de vérifier la conformité entre les discours et les actions réelles sur le terrain. C'est la deuxième journée de cette mission. Agenda très chargé pour Amadou Ouriba et sa suite. Des visites sont effectuées sur les chantiers. Certains ont été même inaugurés. Les autorités locales accompagnent la délégation ministérielle. Ensuite, de nouveau, Ousmane Bangoura. Ce jeudi, l'équipe du Premier ministre a débuté sa journée d'activité par la visite au camp militaire Bianzin. Ici, cette forte délégation est reçue avec tous les honneurs militaires. Amadou Ouriba a saisi l'occasion pour inviter les hommes en uniforme à resserrer les rangs afin d'assurer efficacement la sécurité de la patrie. Vous avez une mission de ce point de vue encore très importante. La question de la stabilité institutionnelle de ce pays. Comme le président de la République l'a dit, l'année 2025 est une année électorale. Électorale, le référendum constitutionnel, les élections présidentielles, législatives, communales et régionales pour restaurer l'ordre constitutionnel. L'ordre constitutionnel, c'est une propriété de tous les Guinéens. Ce n'est pas une partie de la Guinée contre l'autre partie de la Guinée. Ce n'est pas arracher à des éléments des forces de défense et de sécurité leurs attributs dans le cadre d'une période de transition. Mais tout au contraire, la future
réalisation du retour à l'ordre constitutionnel, c'est de faire en sorte que civils, militaires et même ceux qui aiment la Guinée et qui ne sont pas guinéens trouvent un pays stabilisé, un pays réconcilié, un pays institutionnellement solide, parce que c'est à partir de là que nous pourrons créer les conditions les plus idoines pour le développement économique de ce pays, pour la lutte contre la pauvreté. Du camp, Amadou Ouriba s'est rendu à l'université de Zérékoué pour inaugurer un bâtiment R+1 devant servir d'amphithéâtre de 400 places. Étudiants, enseignants, chercheurs et encadrement fortement mobilisés pour venir écouter les autorités. Occasion pour le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation de rappeler les initiatives apportées par le président de la République, le général d'armée Mamadi Doumbouya. Aujourd'hui, nous mettons à la disposition de l'université de Zérékoué 400 places qui vont permettre d'organiser des cours magistraux, mais aussi d'autres événements liés à la vie académique à l'intérieur de l'université. Monsieur le Président de la République a d'abord initié une loi qui a permis d'améliorer la gestion des institutions, des établissements publics à caractère scientifique qui prennent en compte donc les universités. Une amélioration de la gouvernance avec la possibilité de mettre en place des conseils d'administration gérés par de tierces personnes qui ne sont pas forcément de l'administration publique et qui vont participer à une amélioration de l'autonomisation des EPS. Toujours dans les locaux de l'université, une action forte contre les mutilations génitales féminines en Guinée est organisée par la ministre de la Promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables. Satisfait de l'organisation, Amadou Ouriba a réitéré l'engagement de la Guinée à constituer avec des partenaires et mouvements pour mettre fin au MGF. Journée chargée pour le Premier ministre. De l'université, le cortège du chef de gouvernement s'ébranle vers Kobela, situé à plus de 30 km de Zérékoué-Ville. Là également, le Premier ministre Amadou Ouriba visite le village Faim Zéro de Nié, où le programme alimentaire mondial PAM intervient dans le cadre de la lutte contre la faim, mais aussi la sous-alimentation des enfants. Avec le système sud-coréen, si on faisait 1 hectare sous le contrôle de monsieur le ministre de l'Agriculture, c'était peut-être 1 tonne. Mais avec le modèle, 1 hectare peut donner plus de 6 tonnes. C'est ce 6 tonnes-là qui est transformé, mais aussi qui est distribué au niveau local, mais aussi par rapport aux écoles qui sont à Nié, mais aussi les écoles environnantes. Mais monsieur le Premier ministre, c'est aussi le lieu de remercier, aussi de féliciter nos partenaires, le PAM, le Programme alimentaire mondial. Vous m'avez instruit pour aller à Rome, pour vraiment signer le programme triennal entre la République de Guinée et le PAM, qui est 2024-2029. La contribution du PAM dans le secteur de l'éducation en Guinée de 2018 à 2023 est la suivante. 228 167 enfants, dont 45% des filles, ont reçu des repas nutritifs dans les écoles, dans 1267 écoles, dont 400 cantines scolaires sous la gestion du ministère de l'Enseignement supérieur, dont le taux de réalisation est de 59,3% contre
99,1% en 2023. Le Premier ministre, chef de gouvernement, a vivement remercié le PAM pour sa contribution dans le cadre de la rétention des enfants à l'école à travers ce programme. Amadou Ouriba a par ailleurs insisté sur la scolarisation de tous les enfants, notamment les filles. C'est dans une ambiance conviviale que le Premier ministre et sa suite ont partagé le repas du jour avec les élèves à la cantine scolaire de Nié, la plus vieille école de la localité. Dans la capitale forestière, on signale la présence du patron de la Défense nationale. L'ambassadeur Aboubakar Sidiki Kamara visite les différentes infrastructures militaires. Par ailleurs, toucher du doigt les réalités des populations à la base. Caporal Mabinti Keïta de la presse militaire. Après le rassemblement général à la place d'Arma du camp Béanzon de Zérékoré, le Premier ministre, en compagnie des membres du gouvernement, a visité les différents chantiers de cette unité militaire. Au total, 15 ouvrages sont réalisés dans ce camp pour améliorer les conditions de vie et opérationnelles de la troupe. Des infrastructures de tout genre qui tiennent compte des besoins d'une armée, dont la montée en puissance retient l'attention de la chaîne de commandement et rassure la population. Je voudrais tout d'abord exprimer mes sentiments de satisfaction à l'endroit des autorités militaires, à leur tête le président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, le général Mamadi Doumbouya, son ministre de la Défense nationale, son chef d'état-major général des armées, qui ont fait de leur cheval de bataille l'équipement et la formation au sein des forces armées guinéennes. Depuis l'avènement du CNRD au pouvoir, les infrastructures en train de fleurir dans tous les camps. Le cas de la 4e région militaire est plus illustratif. D'abord, la construction de l'état-major de la 4e région militaire juste derrière moi, la construction d'un centre de santé, mais également les bâtiments pour abriter le personnel au niveau de la 4e région militaire. On compte 15 ouvrages à réaliser dans le projet lancé par le CNRD pour que les militaires puissent faire leur travail dans les conditions optimales. Érigée en 4e région militaire en 1988, la zone militaire de Zérékoré contre 4 bataillons autonomes, 10 compagnies, un centre d'instruction et plusieurs PIA le long des frontières avec la Côte d'Ivoire, le Libéria et la Sierra Leone. Dans chacune des garnisons militaires au sud du pays, des infrastructures modernes sont sorties de terre. Une promesse tenue au terme de la première immersion gouvernementale en 2022. Les infrastructures réalisées et mises à la disposition de la troupe sont la compagnie d'infanterie de Koyama, la compagnie d'infanterie de Wondekenema, les PA de Déré, de Fumbadou, de Zobwela, mais également nous avons le PA de Kwankan. 2002, VTR. Des acquis de la transition militaire du CNRD et qui aujourd'hui donnent une nouvelle image à la vaillante armée guinéenne. Devant l'ensemble de la chaîne de commandement et de la troupe des forces de défense et de sécurité rassemblées, le ministre de la Défense nationale a transmis le message de félicitations et d'encouragement du chef suprême des armées, le général d'armée Mamadi Doumbouya. Le général de 2e section, Aboubakar Sidiki Kamara, a rappelé les motivations du déplacement des membres du gouvernement vers différentes régions du pays. Pour lui, c'est une instruction du président de la République à aller à la rencontre des populations civiles et militaires à la base pour une prise en compte effective de leurs préoccupations. Également, le ministre de l'Information et de la Communication séjournant Zérékoré, il a constaté de visu le centre de diffusion. De nouveaux équipements sont récemment installés dans ce centre. Des entretiens ont eu lieu avec les journalistes de la région. Kerno Ousmane Diallo. Monter plus haut pour porter plus haut la voix de la radio nationale en élargissant son champ d'écoute dans la région de Zérékoré. Sur cette antenne de 100 mètres, les techniciens du ministère de l'Information et de la Communication concrétisent un des programmes du chef de l'État en matière d'accès à l'information. Avec de nouveaux équipements en cours d'installation, le confort et le champ d'écoute de la radio nationale en Zérékoré
vont progresser. Nous sommes en train de corriger l'installation de 10 pôles radio national sur le pylône. Parce que les anciens 10 pôles, le niveau était très bas par rapport aux autres 10 pôles de la radio rurale et de la radio RFI. Donc, sous l'instruction du ministre, on a demandé à ce que les 10 pôles de la radio nationale soient au même niveau que les autres 10 pôles de la radiodiffusion. Donc, on est en train de remplacer les 10 pôles de 50 mètres avec un 10 pôles de 100 mètres pour que les 10 pôles de la radio nationale soient au même niveau que les autres. En Zérekoré, de nombreux investissements ont été effectués ces 10 derniers mois pour relancer la radio et la télévision nationale, à l'instar de plusieurs villes de la Guinée, conformément à la feuille de route du ministre de l'Information et de la Communication, qui, durant cette immersion gouvernementale dans la région, encourage les techniciens sur le terrain dans les sites de diffusion. À la radio rurale, le ministre de l'Information et de la Communication s'est entretenu avec les journalistes de la presse publique et privée, un moment d'échange pour mieux comprendre les différentes préoccupations et aussi inviter les hommes de presse à travailler en toute responsabilité. Le ministre, en le voyant ici dans nos locaux, ça a été un ouf de soulagement. La priorité aujourd'hui, c'est de changer le visage de ce bâtiment, de ce service. Ensuite, nous voulons aussi satisfaire toute la population de Zérekoré, surtout la région de Zérekoré, parce qu'on est une radio régionale et une radio régionale doit couvrir toute la région. Les journalistes doivent jouer un rôle extrêmement important en cette période de refondation et de rectification institutionnelle. Nous avons constaté que depuis le 5 septembre, le pays avance et positivement. Nous constatons beaucoup de changements. Mais c'est à nous, journalistes, d'évoquer tout cela. C'est à nous, journalistes, d'œuvrer à ce qui est la cohésion sociale, à ce qui est la solidarité entre les Guinéens, à ce que les Guinéens regardent dans la même direction. Parce que déjà, le président de la République, le général Mamadi Doumbouya, les actes qu'il pose, c'est pour nous. C'est pas pour lui. Et c'est pour la jeunesse. Et c'est pour les jeunes d'aujourd'hui qui vont en bénéficier. Et quand on parle de Simandour 2040, c'est les plus jeunes qui vont plus tard en bénéficier. Donc ils doivent tous s'impliquer à ce que la Guinée continue à avancer avec le général Mamadi Doumbouya. En Zérekoré, le ministre de l'Information et de la Communication a aussi visité le chantier de la Direction régionale de l'Information et de la Communication. Il s'est engagé à finaliser les travaux pour offrir un cadre de travail décent aux journalistes et techniciens. Au même moment, la ministre Aminata Kaba profite de l'occasion pour procéder à la remise des attestations de fin de formation. 266 apprenants sont désintéressés, tous issus de l'école régionale des arts et métiers. Moussa Komara, depuis la région forestière. Accompagnée de son homologue de la promotion féminine et de l'enfance, la ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi délivre des satisfecits à 266 apprenants de l'école régionale des arts et métiers et Ram des Zérekoré. Ces heureux récipiendaires sont désormais qualifiés en électricité industrielle, en topographie et en climatisation et froid grâce à l'Office national de formation et de perfectionnement professionnel. Ces thématiques découlent d'un diagnostic socio-économique fait par l'antenne régionale de l'Office national de formation et de perfectionnement professionnel de Zérekoré, avec les parties prenantes de tous les secteurs de l'économie informelle, afin d'identifier les métiers porteurs les plus prisés de la région, comme l'électricité industrielle. La formation a duré 3 semaines. L'approche par compétence a été la méthodologie appliquée. L'objectif étant de préparer la jeunesse locale à bénéficier des dividendes du méga-projet Simandou. Ce projet de tous les espoirs fait rêver ces bénéficiaires qui espèrent être employés. Après cette formation, je vais travailler. Je ne vais pas m'asseoir à la maison avec mon attestation. Je rêve de travailler oui, parce que j'ai la compétence. À cette remise, la ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi a été impressionnée par le courage de cette nourrice qui n'a loupé aucune session. En recevant aujourd'hui vos attestations, vous ne recevez pas seulement un document, mais la reconnaissance de vos efforts, de votre constance et de votre volonté d'apprendre. Vous êtes désormais mieux outillés pour affronter le monde du travail avec confiance et professionnalisme.
La qualification de la formation professionnelle reste un défi important pour mettre un terme à l'inadéquation entre formation et l'emploi. Ghezali enfonce à l'abbé cap sur l'université de la région. L'informatique de base pour tous devient une priorité. 3 salles sont équipées d'ordinateurs. Le projet vient d'être activé. Il touche à la fois personnel enseignant et étudiant. Finalité, recevoir des cours à distance et faciliter la recherche d'emploi. Sarafdine Diallo, Abdoulaye Diallo. L'Université de l'Abbé poursuit son programme d'innovation et de qualification d'apprentissage. Ce projet intitulé Informatique de base pour tous est une parfaite illustration. Il facilite aux enseignants, chercheurs et étudiants à mieux qualifier les études à travers l'outil informatique. Ce projet est né suite d'un constat et une étude que nos services a menée auprès des étudiants. Il s'est avéré que près de 30% de nos étudiants n'ont aucune base en informatique. Et que dans le passé, on a constaté que certains de nos étudiants sortants ont vraiment un manque à gagner très important en matière d'informatique. 3 salles sont aménagées et équipées en outils informatiques. Un personnel qualifié va encadrer les étudiants durant tout le processus. En tant qu'économiste, j'ai confronté pas mal de problèmes durant les vacances puisque je n'avais aucune dose d'informatique, ce qui m'a empêché d'effectuer certains voyages. Donc je pense que c'est quelque chose qui est très important pour les départements. Nous sommes très heureux au nom des CANA, au nom des différents doyens. Je vous garantis que nous allons encourager et accompagner les étudiants dans ce sens-là par rapport aux différents départements. Le rectorat de l'Université de l'Abbé promet tout d'abord de continuer à qualifier l'apprentissage avant d'inviter les étudiants à saisir la balle au rebond. Aux étudiants, c'est une invite à être extrêmement sérieux, à être mobilisés pour suivre la formation avec le maximum d'intérêt pour que les enseignants aussi qui se sont mobilisés pour vous donner ces cours-là, pour leur donner de la force et du courage, de la motivation à vous accompagner dans ce projet. Ce projet informatique de base pour tous vient à point nommé pour les étudiants. Avec les acquis de cette formation en informatique, ils seront désormais capables de cerner le monde des innovations à travers l'informatique. Par ailleurs, pose de première pierre de la filiale de la Banque sahélo-sahélienne pour l'investissement et le commerce. La construction de cet édifice cadre avec le programme présidentiel de création des pôles d'attractivité économique capables de répondre aux besoins d'une population en pleine croissance. Le ministre de l'économie et des finances préside la cérémonie. Mamadi Gassama. Nous sommes sur le site directionnel de Koloma. Sur cet espace de 3000 m² sera érigé le futur siège de la Banque sahélo-saharienne pour l'investissement et le commerce. La construction de cet édifice est née de la volonté du gouvernement à faire de ce site un pôle administratif et économique de référence, symbole de la modernité, du renouveau et de transformation urbaine de la Guinée. Cette cérémonie marque ainsi la pose de la première pierre de la filiale BESIC Guinée. Ce bâtiment moderne ne sera pas seulement un siège administratif, il sera un centre d'excellence, un espace où l'innovation, l'efficacité et la qualité de service seront au cœur de nos activités. Conçu selon des standards architecturaux contemporains, il intégrera des infrastructures respectueuses de l'environnement, favorisant la durabilité et l'efficacité énergétique. Ce projet donc de siège, de nouveau siège de BESIC Guinée, il va non seulement contribuer à améliorer donc l'image de la BESIC Guinée et accroître ses activités, mais également il va participer donc à la planification urbaine au niveau de Conakry et pour le développement économique de la République de Guinée. Ces différentes mutations renforcent le système bancaire dans sa solidité et sa résilience. Je voudrais donc inviter toutes les autres banques
n'ayant pas encore commencé la construction de leur siège, à emboîter le pas de leurs consoeurs. Car construire vos sièges, c'est poser les fondations d'un avenir prospère en bâtissant confiance, rigueur et innovation. Au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, et de Monsieur le Premier ministre, chef de gouvernement, Monsieur Amadou Ouriba, je voudrais réaffirmer notre disponibilité à accompagner le groupe BESIC dans ses projets futurs à travers des partenariats stratégiques visant à renforcer l'inclusion financière, à soutenir l'entrepreneuriat et à promouvoir un développement économique durable et équilibré. Mesdames et messieurs, distingués invités, pour terminer, je voudrais remercier tous les participants à cette cérémonie pour leur présence massive qui traduit leur engagement à contribuer à la consolidation de la coopération régionale pour la prospérité de nos peuples. La construction de ce nouveau siège s'inscrit dans le cadre du programme présidentiel de développement et d'urbanisation. Il contribuera non seulement à structurer durablement nos espaces, mais aussi à créer des pôles d'attractivité capables de répondre aux besoins d'une population en pleine croissance. Et puis, le ramadan s'approche. Vous le savez certainement, période de pénitence, mais surtout de large consommation. Il faut rendre disponibles et en quantité les denrées de première nécessité. L'État ne dort pas sur ses deux oreilles. Sous la coupe du département du commerce, les acteurs impliqués se retrouvent en seul objectif, trouver solution à la desserte des populations en produits alimentaires. Al-Gassim Mouba. À quelques semaines des mois de pénitence, une question se pose. Comment améliorer l'approvisionnement en denrées de première nécessité? Une préoccupation du gouvernement. Au ministère du Commerce, la problématique est sur la table. Autour de la question, les acteurs se penchent sur les opportunités à saisir par les opérateurs économiques. Ici, les fournisseurs de services et produits partagent leurs préoccupations avec les entités qui commandent des prestations. La stabilité des prix des denrées de première nécessité durant ce mois de Ramadan et ce mois de Carême est un enjeu stratégique pour le bien-être de nos concitoyens. Pour nous, aujourd'hui, en tant que ministère, c'est vous les hommes de terrain, c'est vous le bras opérationnel pour l'atteinte de ces objectifs que je viens de citer. Sans vous, nous ne pouvons rien faire pour drainer déjà le flux que nous avons, pour approvisionner correctement le marché et surtout pour stabiliser le prix. Raison pour laquelle ces échanges sont une franche collaboration. Cet espace de partage d'idées va permettre aux opérateurs économiques d'avoir des discussions approfondies avec la ministre du Commerce pour adopter une approche objective et qualificative. Là-dessus, la Chambre du commerce rassure. Je suis sûr et certain que mes collègues importateurs de denrées sont là très nombreux. Le nombre qui est là, rassurez-vous que cela suffise et pour la Guinée. Et même au besoin, si vous voulez qu'ils exportent pour la sous-région, ils sont capables. Ils ont un capital de confiance assez suffisant. Ils ont une détermination assez suffisante. Donc franchement, on peut se féliciter aujourd'hui. Nous avons vraiment un noyau des importateurs de denrées. Rassurez-vous, Madame la Ministre, que la Guinée aujourd'hui est assise sur une base assez solide sur les importations de denrées de première nécessité. Ce dialogue sur les enjeux du secteur du commerce est une aubaine pour la ministre Yaha Sidibé pour inviter les opérateurs économiques à harmoniser et stabiliser les prix afin de lutter contre la spéculation. Cancan, précisément au sein des municipalités, gestion des archives et comptabilité simplifiée, receveurs, membres des délégations spéciales et généraux de la commune sont la cible. L'ANAFIC compte offrir des repères essentiels sur leurs obligations. La modernisation des outils de travail n'est pas exclue. Djamokaba, éclairage. Parmi les atouts de l'administration, la gestion des archives et comptabilité simplifiée. À Cancan, ces outils deviennent
impératif pour les cadres locaux. Réunis ici, ils renouvellent la vision du ministère de l'administration du territoire pour mieux gérer les enjeux de leurs fonctions. La transparence et l'efficacité des ressources publiques renforcent les motivations. Ça peut nous servir beaucoup de choses, non seulement sur la question de comptabilité dans nos communes, mais aussi comment garder nos documents et comment classer nos documents dans nos communes. Bien assimiler vraiment cette formation afin de bien travailler sur le terrain pour vraiment le bien-être de la population. Parce que quand ils arrivent vraiment à bien assimiler cette formation, à la longue, vraiment, ils n'auront pas de problème dans l'archivage des documents et dans la comptabilité simplifiée. La gestion des archives et comptabilité publique simple, une alternative en faveur des services publics, garant de l'accès aux documents administratifs et la maîtrise des recettes locales pour un développement durable. Ça va les apprendre à bien tenir les documents des collectivités et à bien gérer la comptabilité des collectivités. J'ai à préciser que cet atelier est tenu grâce au MATD, bien entendu avec l'appui technique et financier de l'ANAFIC, entendez Agence nationale de financement des collectivités. Des exercices de contrôle sont annoncés pour accélérer le rythme des réformes administratives sur le plan local. L'ANAFIC veut ainsi aller plus vite pour offrir aux administrateurs territoriaux des repères essentiels quant à leurs obligations. Dans l'actualité toujours, foire internationale de Conakry, espace de loisirs et de négoce par excellence. Les visiteurs viennent de partout. Des produits sont exposés pour mieux valoriser la production locale à l'échelle nationale et internationale. C'est la 6e édition et sera bouclée le 23 février prochain. Moussa Bangoura nous donne les précisions. Ouverte il y a quelques jours, la foire internationale de Guinée ne cesse d'enregistrer du monde ici, à l'esplanade du stade Général Lansana Kanté de Nongo. Visiteurs et acheteurs se côtoient sur ce lieu de grande activité commerciale et culturelle. Pour une meilleure visibilité, des produits de tout genre sont exposés à la clientèle. Depuis le lancement, tout se passe très bien. On a réussi à s'implanter petit à petit. Et aujourd'hui, je pense que les choses avancent et nous recevons beaucoup plus de monde. Et les gens commencent aussi à fréquenter l'enceinte du stade. Et je pense que ça va, honnêtement, ça va. Et nous aussi, ça nous fait plaisir de savoir qu'il y a beaucoup de monde intéressé à ce qu'on fait ici présentement. Je suis venu, j'ai trouvé un article que j'ai pris, un boubou. C'est bien brodé, ça me plaît de venir, je vais repasser encore. Je demande à la population de passer, de jeter des coups d'œil. Le thème retenu cette année est innovation et digitalisation du secteur informel pour influencer l'entrepreneuriat féminin à travers les produits locaux. Plus de 10 pays de la sous-région participent à cette foire à dimension internationale. Je fais payer un complet. Et la qualité, oui, parce que ça, ce que je vis ici, c'est ma première fois de voir ça en Guinée. Ça me plaît. Nous faisons la promotion de nos produits locaux. Nous essayons de les vendre sur le plan international. Et nous acceptons les autres aussi. Nous créons un point d'échange culturel et commercial entre nous et les autres pays. Et grand merci à son Excellence, Monsieur le Président, le général Mamadi Doumbouya, qui nous donne la chance, l'opportunité de réaliser nos projets. La rentrée est gratuite pour les visiteurs, les jours ouvrables. L'enjeu est de promouvoir la culture locale et favoriser les échanges entre les villes guinéennes ainsi que celles des pays voisins, en plus de l'exposition des produits et articles divers. Des spectacles et concerts live seront organisés les week-ends pour le grand bonheur du public de Conakry. C'est le grand format de cette édition, le métier de forgeron, une vieille pratique qui résiste au temps. Je vous le disais, un peuple heureux. C'est à l'image de ce groupe de forgerons qui, depuis 30 ans, excelle dans cette activité. En plus de le promouvoir, le métier de forgeron, bien sûr, ils parviennent à se prendre en charge. Abraham Christophe Kanté pour plus de compréhension. Au cœur de la capitale guinéenne, nous voici dans cette forge où évoluent depuis plus de 30 ans des artisans passionnés de ce métier dont l'origine remonte à l'apparition du fer
À l'aide du soufflet, du marteau et des pinceaux, ces forgerons fabriquent plusieurs instruments de valeur, notamment pour les cultivateurs. Le métier de forgeron a une importance dans ce pays. Ça nous permet de confectionner beaucoup d'articles, mais également nous traitons des maladies comme la gale sur les enfants. Depuis plusieurs années, nous exerçons ce métier. C'est un métier de nos ancêtres qui nous a fait grandir. Grâce à ce métier de transformation du fer, ces forgerons parviennent à entretenir leurs familles et surtout à assurer l'éducation de leurs enfants. Le métier de forgeron résiste encore dans un monde moderne en perpétuelle mutation. On est là, il n'y a pas d'emmerdement. Personne n'a pas d'emmerdement. Quand quelqu'un voulait quelque chose, là-bas ou bien ça vient, ça va partir. Nous sommes réparables, biens, marteau, il n'y a pas de plantes maintenant. Avec ça, on nourrit des enfants. Et la femme, on a marié avec ça, on a fait beaucoup de quelque chose avec ça. Si on gagne des bâtiments, c'est ça. Installés en pleine capitale, ces forgerons transforment les métaux pour satisfaire la clientèle. Dans ces différentes forges sont fabriquées des machettes, des brouettes, des fourneaux et autres articles divers. Pour pérenniser l'un des plus vieux métiers du monde, ces forgerons essayent de transmettre leur savoir-faire à la nouvelle génération qui ne s'y intéresse pas. Auparavant, j'avais des apprentis. Ils sont devenus de nos jours indépendants après l'apprentissage du métier. Les apprentis n'existent plus dans ce métier parce que ce n'est pas valorisé. Je suis venu faire l'achat de cet article. Il a une importance capitale pour nous. En dépit de la grande mutation technologique, notamment dans la fabrication des matériels métalliques, le métier de forgeron continue de résister au temps. Il n'y a pas longtemps encore, ce savoir ancestral était réservé en majeure partie aux familles Kanté. Malgré les difficultés rencontrées à ce jour, les plus anciens s'activent à former la nouvelle génération à travers les groupements installés à travers la capitale. Question de jeunesse. À présent, les projets d'intérêt public sont développés, mais ce n'est pas suffisant aux yeux des initiateurs. Il faut donc les soutenir, une manière d'encourager le leadership des jeunes. Moussa Bangoura. À Conakry, la Jeune Chambre internationale continue de meubler toute instance au niveau local. La démarche vise à booster le leadership des jeunes. Ici, cet exercice concerne la JCAE Conakry Élite et la JCAE Conakry Lumière. Les promus sont installés à l'unanimité pour un an de mandat. Le défi majeur de cette année, c'est pour le renforcement des capacités des membres, parce que qui parle de renforcement des capacités parle de la formation, par qui forme et éduque, c'est éduquer nos citoyens de la base en haut et tous nos membres, et tout en impactant et en initiant les jeunes à l'entrepreneuriat afin qu'ils soient autonomes. Dans cette organisation, de nouveaux membres font également leur entrée. Tous mesurent la portée des responsabilités auxquelles ils vont s'atteler dans les jours à venir. L'année-là, il faut s'attendre à plein de choses, plus de formation, plus de coaching pour améliorer l'expérience de nos membres. Le message aux nouveaux membres, c'est d'être actifs. À la Jeune Chambre, c'est en suivant les formations et les activités qu'on va comprendre la Jeune Chambre internationale. Aujourd'hui encore,
Vous vous positionnez comme un véritable incubateur de talents et de solutions innovantes déterminées à façonner un avenir meilleur. À travers les actions et les valeurs qu'elle porte, la JCI Conakry Elite s'affirme comme un espace d'apprentissage, de leadership et d'impact social. La Jeune Chambre internationale met ensemble tous les jeunes du pays pour impacter les communautés. Il s'articule principalement autour du renforcement de capacités des membres sur le leadership et la responsabilité citoyenne des jeunes. Ce qui, entre autres, concentre l'actualité, prévention des maladies liées aux mains contaminées. Les autorités sanitaires et les partenaires affichent leur inquiétude dans les formations sanitaires. La production de solutions hydroalcooliques est envisagée. Coût de l'investissement, 300 000 €. Le business plan du projet vient d'être présenté. Mamadi Ternakamisoko. La Guinée amorce une phase importante dans la prévention des maladies contractées dans les établissements de soins. Avec l'accompagnement de l'Agence française de développement à travers Expertise France, la pharmacie centrale de Guinée va bientôt doter le pays d'une unité de production de gel et de solutions hydroalcooliques. Le business plan de cet ambitieux projet d'amélioration de la santé publique vient d'être présenté aux parties prenantes à Conakry. Les solutions hydroalcooliques depuis 2020 sont produites mais de façon manuelle. Mais maintenant, nous passons à la phase de la production industrielle à grande échelle de ces produits antiseptiques et qui pourra desservir tout le pays et au-delà même du pays. C'est une lueur d'espoir. Pendant le développement de ce projet, nous avons réfléchi à accompagner la Guinée, le système de santé, à mettre en place une usine de fabrication de solutions hydroalcooliques. C'est dans ce cadre-là qu'une subvention de 300 000 € a été donnée à la PCG pour la fabrication de solutions hydroalcooliques et sa distribution au kilomètre zéro dans toutes les structures sanitaires pour garantir et sécuriser les soins lors des soins dispensés, non seulement le personnel mais les malades. En Guinée, les infections associées aux soins représentent entre 10 et 25% des admissions des hôpitaux du secteur public selon les données du ministère de la Santé et des partenaires. La dotation future de l'ensemble des structures sanitaires de gel et de solutions hydroalcooliques pourrait réduire drastiquement la survenue de maladies liées aux mains contaminées. Nous tendons vers l'industrialisation, une petite unité pour la production justement de ces gels hydroalcooliques. Donc c'est le lieu pour nous et au nom de Monsieur le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique de féliciter la PCG qui n'a ménagé aucun effort pour l'aboutissement de ce processus. Cet accompagnement d'Expertise France à hauteur de 300 000 € s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'appui à la maîtrise du risque infectieux dans les établissements de soins en Guinée. Des mains contaminées, on poursuit avec la gestion efficace des ordures. Cela nécessite une large réflexion, estiment les organisations de la société civile. C'est le cas du mouvement des patriotes. Il met l'accent sur la responsabilité des acteurs de la chaîne de l'assainissement. Derrière cette sensibilisation, un observatoire est créé. Son rôle, dénoncer les mauvaises pratiques qui freinent la salubrité publique. Aboubakar Junior Kamara, explication. La problématique de la gestion des ordures à Conakry est toujours un sujet d'actualité. Pour aider l'État et les élus locaux, les plateformes de la société civile s'impliquent dans la sensibilisation. À travers cette conférence de presse, le mouvement patriote propose des pistes de solutions. Je pense que la solution la plus apte à proposer d'abord, c'est la solution de la réflexion. Parce que nous avons eu à faire des campagnes de sensibilisation, à prendre le temps de nettoyer un peu dans nos quartiers. Mais cela ne suffit pas parce que vraiment l'État a le rôle de régulateur. Et à ce niveau-là, c'est l'État qui doit faire des propositions d'idées, mais aussi des campagnes de sensibilisation. C'est comme ça marche dans les autres pays pour que nous puissions vraiment espérer gagner la guerre de la salubrité. Pour soutenir les efforts du gouvernement, le mouvement patriote met en place un observatoire qui veille sur l'application de toutes les décisions gouvernementales et s'engage à dénoncer tous les comportements qui portent atteinte à la marche de la Guinée vers le développement. Nous avons décidé de mettre en place un observatoire citoyen. Cet observatoire jouera un rôle d'arbitre entre les dirigeants et la population.
nous allons sensibiliser, expliquer, et nous allons même au-delà, jusqu'à nous engagerons même des poursuites contre des citoyens ou des dirigeants qui refuseront, n'est-ce pas, de jouer leur rôle régalien. Après la formation des jeunes en citoyenneté et le civisme, cette structure de la société civile compte accompagner le gouvernement guinéen dans le suivi des projets et programmes de développement. Et puis, soutien au chef de l'État, la Synergie 2025 poursuit ses activités à l'intérieur du pays, à Cancan, sur initiative, bien sûr, des fils ressortissants. Elle participe à la lecture du Saint-Coran pour le vivre ensemble. Pas seulement, elle a aussi rencontré la notabilité. La suite avec Bakary Bambakonde. Dans l'arrière-pays, la Synergie Générale Mamadi Doumbouya 2025 a récemment participé à plusieurs activités sociales pour prôner la paix et le vivre ensemble, mais aussi mobiliser les Guinéens autour des acquis du CNRD. À Cancan, elle a marqué sa présence à la grande lecture du Saint-Coran, initiée par les fils de la localité, dans le but de consolider la quiétude sociale en Guinée. Je suis convaincu et même certain que ce que nous sommes en train de dire est très très bien compris par la population guinéenne en général et particulièrement celle de Conakry. Ceux qui sont venus ici aujourd'hui, ils sont en train de se battre pour sauver la Guinée et les Guinéens. En marge de cette rencontre religieuse, la Synergie a rendu visite aux sages de Nabaya, un autre volet de sa mission visant à mettre en avant la notabilité pour qu'ensemble les Guinéens, toute obédience confondue, puissent regarder dans le même sens et parler d'une seule voix pour le progrès du pays. Quand vous marchez dans des villes, vous regardez que là où il n'y avait pas de goudron, il y a de goudron. Quand vous regardez dans les familles, vous voyez que là où il n'y avait pas d'emploi, les jeunes ont du travail. Quand vous regardez dans la forêt, vous voyez que des richesses qui étaient cristallisées sont transformées en pôle de développement. C'est facile de voir la vision du président. Le jeune Mamadi Doumbouya veut la paix pour développer le pays. Donc le Saint-Coran, on est en train de lire pour qu'il y ait la paix en Guinée, y compris pour monsieur le président, pour que Dieu lui donne la force pour pouvoir accomplir la mission qu'il a été confiée. La Synergie Générale Mamadi Doumbouya 2025 envisage des initiatives similaires dans d'autres localités de la Guinée. Sa vision, rassembler les fils du pays autour des idéaux de refondation de l'État par le général Mamadi Doumbouya depuis 2021. Ce journal est préparé par l'ensemble de la rédaction, appuyé par les équipes techniques. C'est un plaisir de passer en ces 4 jours. Merci pour la fidélité et l'estime sans cesse renouvelée. Merci également d'être au rendez-vous de la Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation. À très bientôt.